Allez. Nous, On y va? allez, on est là. On est très heureux de vous recevoir chez nous. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un club de la CCI, le club RSE, encore mieux, puisque on est, vous savez, hein, c'est pas un secret, on est tous très impliqués chez Terdoc dans la RSE, et encore plus cette année avec la grande nouveauté, c'est que depuis le 1er juillet, on est entreprise à mission, donc les statuts ont été déposés, et ça y est, on est très fiers d'être la première entreprise du 04 à être entreprise à mission. Donc, alors vous allez voir, on va en parler, puisque ce club RSE sur la gouvernance, j'imagine que ça fera aussi partie des thèmes qui seront abordés lors de la table ronde. C'est quand même beaucoup de travail qui a été fait surtout par Emmanuel et par Laure, avec Valérie aussi qui nous a beaucoup aidé quand elle est, que ça s'est fait au moment de son départ, et qui voulait aussi inscrire dans le dur tout ce qu'elle avait pu faire pour Terdoc depuis 25 ans, parce que l'aventure de Valérie et Patrick a duré un petit peu plus de 25 ans. Voilà. Donc bienvenue chez nous. C'est une journée particulière puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais on a aussi la visite de la préfète, de Christophe Castaner, de... Donc c'est exactement ça, ouais. C'est très territoire 04, et ils viennent parce qu'on a été lauréat de territoire d'industrie, vous savez, dans le cadre du plan de relance. Donc, ils viennent pour qu'on les remercie. Voilà. Et on va en profiter pour leur faire visiter l'usine et, voilà, et puis montrer ce dont on est très fiers. Voilà. Et c'est parti. Merci pour l'accueil. Oui, bah, moi, je ne vais pas grand-chose à dire, je serai très court, simplement donc pour dire qu'on a très à cœur des développements de RSE. Manifestement, pour le moment, ça marche bien. Bon, j'ai quand même dit qu'il ne fallait pas que ça soit trop souvent, à mon avis, parce que les chefs d'entreprise ont d'autres choses à faire aussi que ça, mais on continuera, on va perdurer ça. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est un petit peu sur le devenir de la commission développement durable, puisque vous savez que là, on est en fin de mandat au niveau de la CCI. Hein, on va rentrer du reste dans une période qui ne sera plus communiquée du tout, on n'a pas le droit, bon, il y a des élections. Et donc, il y aura un nouveau président. Avec les heures, là, avec toi, mais j'ai autre chose à voir. La seule chose, c'est que je lui dirais qu'il y a deux choses à mettre en place. Bon. Je t'en ramène un? Non, je Voilà, je coupe la parole. Ça marche. Il faut couper vos micros, excusez-moi. Donc, Brian. deux points à mettre en place prochainement qui seront la communication, parce qu'il va falloir qu'on communique sur ce label. Donc, on va essayer de voir quand même, et je pense que ça sera du ressort du prochain président et de son équipe de la commission RSE. Donc, la communication. Et la deuxième chose, bon, on en avait parlé un peu l'autre jour quand il y avait la manifestation CCI. La deuxième chose, ça serait de développer le label RSE dans les départements de PACA, bien sûr. Voilà. Donc ça, je m'en occuperai peut-être un petit peu, je restais encore un peu actif à ce niveau-là. Et donc voilà, c'était les deux infos que je voulais vous donner. Ben, maintenant, je vous souhaite une belle réunion. On va y aller parce que il est 12h05. Voilà. Merci Luc. Donc on a en ligne Electravia, Brian, qui est dans le plan de relance aussi, puisqu'ils vont construire une usine de 3000 m² sur l'aérodrome de Vouneuil. Je vous propose donc de commencer la table ronde, donc avec Emmanuel, Aurélia et Émilie, si vous voulez bien vous installer. Et je... dans la table ronde. Égalité homme-femme. C'est vrai. Je vous propose de commencer. Alors, pour planter le décor, on en a parlé avec Emmanuel, peut-être resituer la gouvernance dans la RSE, dans les 7 piliers, et en quoi voilà, ça a un impact important sur la vie d'entreprise et pourquoi ça doit être porté par la direction.
Déjà, je dirais, si on revient à la définition de base de la gouvernance, c'est quand même un système de décision à son plus haut niveau qui a un impact sur l'activité, les produits de l'entreprise et qui, du coup, si on transpose la gouvernance à la RSE, a un impact sur la société, l'environnement, l'aspect sociétal, économique. Donc, effectivement, la gouvernance, toutes les entreprises aujourd'hui ont une gouvernance, sauf qu'elles ne s'impliquent pas forcément dans la RSE. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'au plus haut niveau de nos entreprises, on a un portage comme ça de cette gouvernance à la RSE. Et je pense qu'il est important de rappeler qu'on s'engage dans la RSE, soit parce qu'on décide du jour au lendemain de se dire je vais intégrer la RSE et les piliers de la RSE dans l'activité de mon entreprise, soit parce qu'on fait de la RSE de manière native, c'est un peu comme ça qu'on appelle les entreprises. Les entreprises natives en RSE, dont Terdoc fait partie, puisque moi, je me souviens avoir participé il y a quelques années à une opération de la région avec des représentants notamment des universités, et ils nous ont dit, mais Terdoc, quand on regarde un petit peu, on gratte un petit peu ce que vous faites, en fait, c'est vraiment dans les gènes de l'entreprise, voilà, vous ne réfléchissez même pas on va faire de la RSE, c'est on fait de la RSE, sans le savoir, puisque c'était ça le terme employé. Il y a vraiment deux démarches, deux approches en RSE. Cette notion de se dire je m'engage en RSE et c'est quoi la RSE, sur quoi je m'appuie, et puis cette démarche qui est interne à l'entreprise et qui est des gènes des dirigeants. Ce qui est important donc ensuite de prendre en compte, moi c'est toujours un peu le volet un peu RSE plus normatif. Quand on veut se structurer un peu plus par rapport à un engagement RSE, c'est de prendre en compte bien sûr les piliers de la RSE, les 7 piliers centrales, mais il y a également 7 principes, puisque dans la RSE, il y a certains principes à respecter que sont la redevabilité, le principe de l'égalité, l'implication des parties prenantes, tout ce qui va toucher autour des droits de l'homme. Enfin, il y a 7 principes à intégrer dans la RSE. Et ces 7 principes, ensuite, dans le cadre de la gouvernance de l'entreprise, ils vont se vérifier à travers les 7 piliers. Les 7 piliers que vous connaissez tous, l'environnement, les droits de l'homme, la loyauté des pratiques, donc l'intérêt des parties prenantes, j'en oublie, les conditions en relation de travail, j'ai encore dû oublier un ou deux. Enfin voilà, mais la gouvernance, c'est non seulement un pilier, parce que voilà, la gouvernance est un pilier à part entière, mais c'est aussi le moyen de prendre en compte la RSE à l'échelle de tous les piliers. C'est transversal aussi aux piliers. C'est un pilier en lui-même, plus une manière de déployer la RSE à travers les différents piliers. Voilà. Donc c'est surtout ça que je voulais dire, parce que après, bon, voilà, il y a des entreprises qui veulent aller vers une évaluation RSE, et dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est important de tenir compte de ces sept principes RSE qui vont être déclinés dans chaque pilier, dont la gouvernance. Si vous voulez interagir, évidemment, c'est au fur et à mesure. Il n'y a pas de... Si vous voulez compléter aussi par rapport à cette implication de la direction dans ce suivi-là. Okay. Alors, Émilie, on n'a pas forcément tout préparé ensemble, mais regarde, la question, elle est assez large. Par où commencer? Puis ça fait la transition avec aussi le fait que la RSE, chez Loubio, alors peut-être pour présenter rapidement Loubio, mais c'est intrinsèque. Ça a été créé pour la RSE. Voilà, on le fait, mais de manière native. C'est pas encore très structuré. On a été accompagné par CEDRE, donc c'est vrai qu'on structure de plus en plus. Donc pour vous dire un petit peu, Loubio, nous on fabrique des biscuits. C'est mon père qui est ici présent, Luc Montard, qui a créé l'entreprise il y a 15 ans. Et on reprend avec mon mari, on est arrivé il y a 5 ans à Manosque. Donc voilà, ça c'est pour situer un petit peu. On fabrique des biscuits bio qu'on distribue
dans les magasins bio, comme Biocoop. Avec beaucoup de vrac. Hein, et voilà, et en 90% ou 95% de la production se fait en vrac. Donc c'est 3 kilos de biscuits dans les magasins de vrac aussi. Voilà. Donc mon père, quand il a créé Loubio, il avait à cœur énormément de l'environnement. Donc il a fait une usine éco-construite avec des panneaux solaires, enfin voilà, tout ce qui peut aller avec. Et puis, alors si on parle de gouvernance, c'est vrai que je pense qu'il avait plus un mode de gouvernance un peu paternaliste, on peut dire, même si il avait très à cœur le bien-être de l'ensemble des salariés. Et nous, quand on est arrivé, on a un peu fait évoluer ça tranquillement. Et c'est vrai que là, maintenant, depuis qu'ils sont partis, on a mis en place un comité de direction. Alors, c'est pas vraiment ça, mais voilà, on est vraiment plus nombreux à encadrer. Au niveau des employés aussi, des ouvriers, donc là on a mis en place des chefs de ligne. En fait, ce qu'on aime beaucoup avec Antoine, je pense, c'est plus responsabiliser et ne pas prendre seul des décisions. Voilà, pour le côté vraiment, moi, pour la gérance en tout cas, c'est vraiment ce qu'on est en train de mettre en place et on formalise de plus en plus. Donc pour l'instant, voilà, ça se fait vraiment un peu de manière intuitive, mais c'est vrai que voilà, la gouvernance à plusieurs, moi je trouve qu'elle a un vrai sens et en fait on est meilleur quoi, quand on a plusieurs cerveaux, donc voilà, je ne sais pas si... On peut parler d'intelligence collective, hein, oui, qui commence à émerger. Exactement. Ouais. Donc pour vous dire, voilà, nous on co-dirige à 2 et dans notre équipe d'encadrement, il y a 6 cadres en fait, dedans, qui font production, qualité, marketing, voilà. Donc ça nous fait une très très belle équipe avec des gens hyper différents et c'est très enrichissant en fait. Merci. Est-ce que Aurélia, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ces piliers, à ce portage aussi? Alors, par rapport à quoi? À ce portage? Oui, le portage par la direction. Alors, je co-dirige, on était avec mon mari Sudarial, une entreprise de maintenance informatique et de développement logiciel. On a repris cette entreprise il y a 10 ans. Pareil, c'était un mode très paternaliste pour le coup. Alors, paternaliste absent. Le gérant, voilà. S'il y avait du vent, il préférait aller prendre son parapente plutôt que parachute, plutôt que d'honorer les rendez-vous avec ses collaborateurs. Ceci dit, du coup, ça a été très facile de prendre, parce que les collaborateurs étaient très heureux que ça change. Et ça a permis aussi, du coup, de mettre vraiment notre patte, puisqu'ils étaient très... il y avait beaucoup d'appétence, en fait, à changer, à trouver une autre façon de fonctionner, etc. Ça nous a beaucoup servi. Donc, les 3 premières années, on a fait... parce que moi, j'avais appris en école de commerce, donc quelque chose de quand même assez pyramidal. Alors, on n'est pas de chef dans tous les coins, mais quand même, Romain et moi qui dirigeons, en gros, et puis les autres qui disaient ce qu'on leur disait alors qu'on découvrait le métier et qu'on avait 20 ans. Voilà. Et donc, ça a commencé à changer 3 ans après, en même temps à peu près que je suis rentrée au CJD, donc le Centre des jeunes dirigeants, où je me suis aperçue qu'il y avait d'autres façons de manager, d'autres initiatives, d'autres choses à valoriser qu'un compte de résultats positif à la fin de l'année. Et puis ça tombait bien parce qu'en fait, ça faisait 3 ans que le compte de résultats était bon, donc ça m'a fait des nouveaux challenges. Pour le coup, Sudarial n'est pas du tout RSE natif puisque je fais de l'informatique, donc on commence à parler de tous les problèmes du numérique en ce moment, notamment l'utilisation des machines et le nombre de machines par personne qui explose. Et il faut être honnête, c'est pas que j'encourage ça, mais les entreprises comme moi, on vend du matériel informatique et c'est vrai,
enfin, je veux dire, un ordinateur qu'on achète maintenant, il est plus performant qu'un ordinateur qu'on a acheté il y a 4 ans. Après, il y a pourquoi on veut un ordinateur plus performant. Mais les systèmes d'exploitation, notamment Microsoft, font qu'on a besoin d'ordinateurs plus performants et il y a toujours ce côté un peu entre les deux, entre le fait de diminuer le nombre de machines et en même temps le fait qu'il faut quand même, nous on assure de la performance à nos clients, donc il faut arriver à trouver un juste milieu qui n'est pas toujours facile à trouver. Mais ce qui explique pourquoi on n'était pas RSE natif, puisque c'est pas du tout voilà. Domaine d'activité. Oui, et puis notre domaine d'expertise. Et puis, honnêtement, même en 2014, on ne parle pas du tout. Et donc, on a commencé, nous, plutôt, tu en parlais tout à l'heure, Dana, mais nous, avec de l'intelligence collective. Et le premier moment où je me souviens de l'intelligence collective à Sud-Alan, ça a été en 2015, pour le lundi de Pentecôte, puisque c'est le premier jour où on a fait une journée de cohésion avec mes collaborateurs. Donc, maintenance informatique dit astreinte, etc. Et puis, c'est un moment où on peut ne pas bosser, en gros, alors que je peux obliger mes collaborateurs à venir bosser. C'est lundi de Pentecôte, c'est un jour férié. C'est pour ça qu'on fait ça ce jour-là. Et on a co-créé, on a plutôt co-découvert les valeurs de Sud-Alan. Donc, on a fait ça, pour le coup, à ce moment-là, je connaissais assez peu l'intelligence collective, j'étais un peu comme ça. Et je voulais que tout le monde se reconnaisse dans les valeurs. Donc, on n'a pas fait de vote pour savoir quelle est la valeur qui avait le plus de voix, etc. On a essayé de faire du brainstorming. Et puis ensuite, on a fait, en fait, je ne savais pas que c'était ça, mais une prise de décision intégrative, c'est-à-dire qu'on proposait quelque chose et ensuite on s'assurait que tout le monde était d'accord. Et s'il y avait une opposition, on reformulait la valeur pour arriver à ce qu'elle corresponde à tous et qu'elle parle à tous. Donc les 4 valeurs de Sud-Alan, c'est la confiance, le respect, l'esprit d'équipe et la qualité de service. Et après, on les a mis en mots pour que justement ce soit que ça puisse regrouper tout le monde. Parce qu'après, confiance, ça fait un peu bateau comme ça, ou respect. Et c'est vrai que, par exemple, on voit l'évolution de Sud-Alan, parce qu'au tout départ, le respect, c'était vraiment respect des autres, en fait. Et ensuite, on a fait respect de soi aussi. Et de se rendre compte qu'en fait, si on ne se respectait pas soi-même, on respectait trop les autres, en fait, et qu'on s'écoutait plus, ça ne marchait pas. Et ensuite, ça a été respect du vivant, respect de l'environnement, mais ça a vraiment été un cheminement. Donc, ça a été le premier moment vraiment d'intelligence collective à Sud-Alan. Et ensuite, tout le monde a été content en fait, de cette journée de cohésion d'équipe, même si c'était du boulot en fait, mais c'était en extérieur, on les écoutait, chacun avait sa voix et que sa voix, il n'y avait pas de veto, etc. Donc ça a vraiment été un moment très fort pour créer, pour aller dans ce qu'on est maintenant. T'as gardé l'habitude de faire ça du coup tous les ans, le cohésion? Ouais, on fait. Alors cette année, ça a été complètement différent parce que pour le coup, on n'a pas parlé stratégie, on s'est juste amusé, on a fait des Olympiades parce que j'ai demandé avant ce que les gens voulaient. Et bon, j'ai eu 15% de gens qui m'ont dit que la stratégie, ça n'avait pas. Dans le contexte Covid, ça peut s'expliquer aussi, on a besoin de se défouler. Mais c'était très flagrant. Depuis le début de l'année, on a mis en place un baromètre RH. Il y a 3 questions. L'idée, c'est pas de les mettre sous et en fait, il y a vraiment une différence entre avant la cohésion et après la cohésion en termes d'impression de bien-être, mais même des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, sur le plaisir de travailler ensemble, on peut comprendre, mais par exemple, c'est sur ce que je sais ce que j'ai à faire. Aucun rapport avec la cohésion d'équipe. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait un côté de retrouver le lien qui était important, je pense. Mais donc, pour cette année, on n'a pas fait ça, mais sinon, toutes les autres années, on a fait, en général, on fait le matin, on fait stratégie, on fait sur un sujet en particulier. Et l'après-midi, c'est ludique. Sur tout ce qu'on a pris en général. Un petit avis.
pour rebondir sur ce que tu dis, nous, c'est vrai qu'à Terdoc, on est engagé dans un système environnemental depuis 2009, donc ça fait quelques années, un système qui demande de faire une revue de direction. Et depuis quelques années, on a décidé de l'externaliser. Alors, on l'a fait, à chaque fois, on fait ce qu'on appelle, nous, un peu la mise au vert. On profite de la journée pour regrouper tous les pilotes, parce que bien sûr, dans un système, il y a un pilote central, mais ça se décline, comme tu le disais, à l'ensemble des différents services. Donc, on regroupe tous les pilotes et les copilotes, et on fait une journée à l'extérieur. Donc, on l'a fait à l'UEZ. Et les auditeurs aussi. Et les auditeurs. Une équipe d'auditeurs. Enfin, cette année, c'était exceptionnel. On était quasiment tous là. Je pense qu'il devait manquer à peine une dizaine de personnes à la revue de direction. Donc, le matin, c'est grosse réunion où on fait l'état des lieux de notre système, puisque le but, c'est de s'améliorer environnement dans une certification dans les 14 000 ans. Et ensuite, donc, l'après-midi, on fait mise au vert. L'avantage, c'est que oui, ça met de la cohésion. On se retrouve autour, enfin nous, on a choisi à chaque fois de se retrouver autour d'une thématique quand même environnement. Donc, une année, on est allé voir le parc de panneaux photovoltaïques au Mai. Une année, on est allé voir un trufficulteur sur le plateau de Valençol. L'année dernière, on est allé au CRIEPAM à Volx étudier un petit peu tout l'aspect recherche autour des huiles essentielles. C'était en lien direct avec notre activité. Voilà, donc ça permet de mettre de la cohésion. Et puis c'est vrai que le deuxième élément que tu as abordé concernant le bien-être au travail, on a eu l'occasion aussi, nous, depuis 2 mois, de mettre en place un petit questionnaire, un petit sondage en ligne. On bénéficie un petit peu à ce niveau-là de l'effet de groupe, notamment Fnac Darty, et on dispose d'un outil qui s'appelle Supermood, et on pose 5 questions par mois aux salariés. Donc ça reste complètement anonyme. Le dernier questionnaire, c'était sur le temps. Comment ils gèrent leur temps? Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir du temps personnellement en dehors des heures de travail? Est-ce qu'ils arrivent à concilier vie professionnelle, vie familiale? Et on obtient un bon taux de réponse, puisqu'on est on a à peu près. Celui de juillet, c'était sur la stratégie. Donc, voilà, 5 questions. Donc, il y avait 4 questions sur la thématique du mois. Il y a une question qui s'appelle le INPS. Ça veut dire le Net Promoter Score. En fait, c'est un questionnaire, c'est une question qui mesure qui est ambassadeur de la société, qui est détracteur, ça s'appelle, qui est non ambassadeur et qui est neutre. Et donc, en fait, au travers de cette question, les gens se positionnent et ça donne une note entre les ambassadeurs et les détracteurs. Donc, c'est entre moins 100 et 100. Et cette note, on la suit tous les mois, en fait. Donc, au Terdoc, on a eu de très bons résultats puisqu'on a eu une note de 62, alors que la moyenne des PME en France, c'est 23. Voilà. Et le but est de suivre cette note et d'essayer de faire passer la moyenne, c'est zéro, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. C'est d'essayer de faire passer les gens qui sont le plus neutres et non ambassadeurs en ambassadeurs de l'entreprise. Et c'est quoi la question La question, c'est, je vous les donnerai exactement, mais est-ce que vous recommanderiez à d'autres personnes de venir travailler chez Terdoc en fait? Et vous avez accès aux réponses individuelles? Pas du tout. Ah oui, parce que c'est pareil. C'est un outil qui est anonyme. Ah, Donc, d'accord. c'est sur la base du volontariat. Donc, on a demandé à tous les salariés s'ils voulaient donner leur email à l'organisme Supermoon. Et c'est eux qui collectent tous les informations et qui nous restituent le compte rendu. Et on ne voit pas les. Voilà, et ils n'ont pas le droit de faire des groupes de moins de 5 personnes pour que justement. Voilà. Et donc, c'est un outil qu'on a mis en place depuis 2 mois, qu'on va suivre tous les mois avec cette question de INPS qui est la plus importante. Et chaque mois, il va y avoir une thématique différente. La prochaine, on a déjà vu, ça va être sur l'évolution de carrière. Et celle d'après, je ne sais plus, voilà, on définit les thématiques tous les mois. Et derrière, bien sûr, ça veut dire on va mettre un petit plan d'action si besoin. Voilà. C'est un peu complémentaire des réunions qu'il peut y avoir avec le comité social et économique. Donc, c'est intéressant. Voilà. C'est des petits outils intéressants. En plus, on a un autre outil qui vient de se mettre en place qui est le Workplace. Donc là aussi, c'est un outil réseau social au niveau des Terdoc. On a aussi accès, nous, au groupe de Nature et Découverte. Donc voilà, ça met de la cohésion au niveau de Terdoc. Ça nous ouvre aussi de l'accès à la découverte,
Moi, j'ai une question par rapport à Workday. Du coup, pour les opérateurs, ils ont aussi accès. Comment ça se passe? Et au niveau ici ou sur leur téléphone? Donc c'est pareil, on est passé, on a demandé qui souhaitait participer à Workplace, donc c'est sur la base du volontariat. Donc les opérateurs, ils n'ont pas d'adresse email Terdoc, mais ils ont donné leur adresse email personnelle. Ils ont donné l'autorisation et donc on l'a communiqué, on leur a créé du coup un compte Workplace sur leur adresse. Il y en a qui ne veulent pas, j'imagine. Exact. Oui, là, Il y en a quelques-uns qui ne veulent pas. voilà, c'est participer. On les a vraiment tous. Les 50. D'ailleurs, juste sur ce sujet-là, même pour Hypermonde, on a des bons taux de réponse, mais qui ne sont pas non plus super élevés. On est entre 66 et 70% de taux de réponse, ce qui est beaucoup par rapport à ce qui se fait national dans le groupe Fnac Darty ou Naturel Découverte. Il y a quand même une fracture chez nous entre l'encadrement qui répond à 100% et le personnel de production qui est beaucoup plus réticent pour répondre. Et nous, toute la difficulté, c'est d'arriver à les motiver à s'exprimer. Et ça, c'est pas évident. Il y a toujours une méfiance. Donc c'était au début, donc on a partagé les résultats avec eux de façon transparente. En fait, on leur met les résultats dans la newsletter qu'on fait tous les mois. Puis là, cette semaine, on a fait une réunion de rentrée où justement, on leur a bien expliqué le but, on a partagé les résultats pour leur expliquer que c'était complètement anonyme et que justement, s'ils voulaient s'exprimer, nous faire passer des messages, c'était des questions fermées, des questions ouvertes, ils pouvaient participer ouvertement. Et là, la gouvernance interne. Et même chez nous, c'est pas parfait, quoi. Voilà. Je rebondis juste aussi sur la journée collaborateur. Moi, je trouve aussi que c'est vraiment un point, peut-être que tout le monde en fait, mais en tout cas, c'est vrai qu'une fois dans l'année, être tous ensemble, ça fait un bien fou et on le voit dans les mois qui suivent après. Tout le monde est plus léger, quoi. Il y a quelque chose qui passe vraiment, c'est chouette. Nous aussi, chez le bureau, on le fait. On le voit sur la photo. Ouais, c'est heureux. pas une journée collaborateur, mais c'est vrai que oui, c'était un après-midi avec des garçons. Ouais, on fait aussi des brands, quoi. Oui, le barbecue de l'été, évidemment. Bien sûr, à l'eau, Noël, bien sûr, mais ça, c'est autre chose. Ah oui, 4-5 fois, elle est au-dessus. Ah oui, Halloween, tout le monde vient déguisé, je veux dire, c'est au-dessus. Avec Antoine qui est québécois, Peut-être pour revenir à la gouvernance et une pratique ou une méthode, peut-être parler de la manière dont récemment tu as mis en place la nouvelle manager, enfin je ne sais plus le titre exact, je te rappelle, tu en avais parlé à la responsable. C'était assez intéressant de voir que ce n'était pas vous qui nommiez, entre guillemets, le nouvel cadre, mais que c'était les salariés qui la choisissaient. Je trouvais l'expérience extrêmement intéressante. Donc à Sud-Ariane, mon plus gros service, c'est le support technique. C'est les techniciens qui vont répondre aux demandes de nos clients, que ce soit des incidents, que ce soit ce qu'on appelle des demandes de service. Et c'est soit par téléphone, soit sur le site. C'est vraiment la plus grosse partie. Après, j'ai une partie développeur, une partie administrative, évidemment. Et après, ceux que j'appelle les chargés de projet qui ont la double casquette commerciale et technicien. C'est les meilleurs techniciens, mais du coup, ils s'occupent plutôt de designer des infrastructures pour que ce soit le plus performant possible pour les clients. Donc, en vérité, nos clients, les gens qui sont le plus au téléphone, c'est mon support technique. Donc, il y a 15 personnes maintenant, réparties sur 2 sites, à Manosque et à la Seine-sur-Mer. Et ils répondent différemment. Ceux qui sont à la Seine-sur-Mer ne viennent pas en intervention sur Manosque, c'est pas Ça, c'est de l'impact. On a désolé, mais ça suffirait pas. Bref, on avait un responsable support qu'on avait mis là parce que c'était le plus ancien, le meilleur technicien. Bref, c'était historique. Quand on est arrivé, en gros, on l'a peut-être nommé, nous, 6 mois après qu'on soit arrivé, qui est quelqu'un de très bon sur sa partie. Mais l'année dernière, il a eu le souhait d'évoluer et de changer de casquette parce que le management, c'était pas trop son truc. Il a mis 6 ans à nous dire. En fait, il a mis 6 ans à le reconnaître. Bon, c'est un autre sujet. Et on n'avait pas envie en fait de refaire la même erreur puisque nous,
que ce soit Romain ou moi, on n'est pas dans ce service-là. On le voit par ricochet parce qu'on a nos clients au téléphone aussi, etc. Mais on n'est pas dans le service de voir comment ça se passe au jour le jour, à qui les techs demandent des réponses, à qui ils font confiance, voilà, l'interaction. Donc on s'est dit qu'on allait piquer une pratique de l'intelligence collective qui s'appelle l'élection sans candidat. Donc normalement, on commence par des rôles qui sont un peu moins engageants, genre qui va organiser la journée de cohésion d'équipe, quoi, plutôt que de faire un truc comme ça. Et donc, on s'est dit, on va proposer à toutes les personnes qui sont en interaction avec ce rôle-là de venir et de définir ensemble les critères pour faire un bon responsable support. On a été 17, on est 35, hein. C'était une grosse partie. On s'est fait accompagner par un coach qui est spécialisé là-dedans, en physio. Et on a défini donc les critères pour faire un bon responsable projet. Et ensuite, l'idée, c'est que chacun vote pour un candidat, mais en disant que c'est lui-même qui vote. C'est-à-dire que, imaginons, on fait des petits post-it. Au milieu du post-it, on met le nom du candidat. Et en haut à gauche, on met ses initiales. Parce qu'une fois que tout le monde a voté, on va expliquer son choix. C'est-à-dire qu'on ne va pas critiquer les autres, on va dire pourquoi, pour nous, ce candidat-là est le meilleur candidat qui soit. Donc, ça a un second effet, c'est que quand même, pour la personne qui reçoit les éloges, c'est assez sympa. Et puis, elle peut être surprise. Elle peut être surprise et personne ne dit moi, je veux. Donc, il peut y avoir des gens, juste parce que ses collègues trouvent que c'est une personne super. Donc, il y a ce premier tour, il y a la possibilité de changer son vote. Une fois que les gens ont changé ou pas leur vote, on regarde qui a la majorité. Et là, on va gérer les refus, en fait, les oppositions. Mais l'opposition peut pas être j'aime pas cette personne. L'opposition, c'est vraiment de se dire que si cette personne devient responsable support, ça va mettre l'entreprise dans une mauvaise passe. Il faut que ça dégrade en fait l'entreprise, sa performance, enfin tout ce qu'on veut. Donc en l'occurrence, il y avait eu 2 oppositions. Donc la première, c'était que si on prenait un tech pour le mettre responsable du support, il manquait une personne. Donc la levée de l'objection, c'était tout simplement d'attendre d'avoir recruté au moins une personne pour que cette personne devienne responsable du support. Donc, objection levée. Et la deuxième, c'était que cette personne n'avait aucune formation de management. Donc, on a dit déjà qu'elle allait se former au management et qu'il y aurait une période d'essai, alors fictive en soi, mais une période d'essai de 6 mois, et qu'au bout de 6 mois, on ferait un point sur comment ça se passait et dans son équipe, est-ce que les gens étaient satisfaits, etc. Et donc, l'objection a été levée et c'est comme ça que Nathalie est devenue responsable du support. Et donc là, j'ai fait le questionnaire, ce n'est pas un questionnaire 360, mais un questionnaire avec quelques questions, je ne sais plus, une trentaine de questions pour savoir comment le vivait son équipe. Et en gros, je l'ai communiqué à toutes les personnes qui avaient été là pour l'élection sans candidat pour qu'ils puissent donner leur avis, qui a été ultra positif. Donc, c'est pour ça qu'on a entériné le fait qu'elle était devenue conceptuelle. Et en bénéfice, il y a eu vraiment ce côté. Chez moi, il n'y a pas beaucoup de fonctions. Donc, en gros, il y a technicien, il y a responsable support et il y a responsable projet. C'est les trois postes. Et c'est vrai que c'est assez imperméable entre. Il n'y a qu'un seul responsable support, forcément. Donc, comme il n'avait pas plus de 6 ans, voilà. Et en termes de responsable projet, comme ça doit être vraiment des techs hyper bons et en plus avoir la casquette commerciale, il y a quand même assez peu de techs qui passent responsable projet. Il y en a beaucoup qui aimeraient, mais voilà, ça ne se trouve pas, etc. Donc, ça a aussi permis de montrer que, en fait, c'était possible d'évoluer. Donc, ça, c'était un premier point très positif. Et que chacun avait sa voix.
Et puis à un moment, quand on parle des objections, chacun peut donner son objection, ce qu'il pense en fait, du moment que c'est pas le j'aime pas la personne. Et on a eu pour moi des pépites de gens qui n'aimaient pas la personne qui a été mise là et qui ont dit que, ils l'ont quand même dit, mais ils ont dit que pour Sudarène, ils pensaient que c'était la bonne personne et qu'il était capable de faire avec parce qu'ils pensaient vraiment que c'était le meilleur choix et c'était beau parce que j'ai trouvé que c'était très mature. De mettre en premier lieu son entreprise plutôt que ses propres intérêts, le confort. Ça montre l'appartenance à l'entreprise. Exactement. Clairement. Par contre, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, c'est volontaire. Ça veut dire que la personne va être, entre guillemets, alors, là on peut en discuter sous tes ordres, est une personne que tu n'auras pas choisie. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que moi, dans ma gestion, une vieille gestion paternaliste, je mettais des gens en qui j'avais confiance, que j'avais regardé et qui correspondaient à la stratégie que je voulais mettre en place. Ça veut sans doute dire, et tu vois, c'est pas du tout agressif, hein, ce que je dis, je trouve ça super, hein, honnêtement, et que ça marche bien, je trouve ça super, mais ça veut dire que tu te coupes un peu de la possibilité, entre guillemets, d'avoir des gens qui font partie de ton ADN. Je ne sais pas comment dire, tu vois, les choses. Maintenant, là, je me fais un peu l'avocat. Alors déjà, honnêtement, moi, j'avais voté pour elle. Ouais, non, mais parce que après, chacun a sa voix. C'est-à-dire que ce soit Romain et moi, on a donné les raisons pour lesquelles on votait pour elle. Donc, je ne sais pas à quel point ça a influencé mes collaborateurs, mais en tout cas, on pouvait quand même défendre notre point de vue. Donc, tu vois, par exemple, quelqu'un qui ne serait pas dans les valeurs, voilà, dans la logique, il ne serait pas dans l'entreprise. On n'est pas dans un monde de business non plus, donc ça peut arriver. Il y aurait moyen quand même d'orienter en disant, dans les objections, de dire que les objections, concrètement, vous pouvez intervenir et dire moi j'ai une objection pour l'instant. Il y a ça. Après, voilà, nous ça n'a pas été le cas. J'imagine si ça avait été une autre personne. En fait, je trouvais que ce côté d'être porté par l'équipe et donc d'avoir la confiance de l'équipe était extrêmement intéressant. Mais alors, ce que tu me dis me fait rebondir sur quelque chose. Alors, je sais qu'après, Nanette a mis l'entreprise libérée. En ce moment, je suis beaucoup à lire tout ce qui a trait à l'holacratie, qui est une forme d'entreprise libérée, mais beaucoup plus procédée, on va dire ça comme ça. Et il y a une notion de premier lien et de second lien. Donc, en fait, dans tous les cercles, il y a un premier lien, et le premier lien est nommé justement par, je ne sais pas comment expliquer, mais le cercle supérieur, on va dire ça comme ça. Donc, imagine un comité de direction, on pourrait avoir ça en cercle. Tu as le comité de direction qui va nommer du coup le premier lien qui va aller dans le cercle qu'on va appeler support, donc qui serait un peu l'ancien manager. Et par contre, le cercle support va nommer un second lien qui va remonter les problèmes, les tensions, etc. au cercle supérieur. Donc en fait, avec ce schéma-là, on aurait les deux. On aurait quelqu'un qui est vraiment apprécié par l'équipe et quelqu'un qui aurait potentiellement la confiance des dirigeants. Donc voilà. Et, bon, pour l'instant, on n'est pas en holacratie à Sudarène, mais c'est quelque chose vers lequel j'aimerais bien qu'on se dirige parce que je trouve que justement, c'est plus... alors, c'est moins facile de revenir en arrière déjà, donc je trouve ça intéressant. Et pour les collaborateurs, je pense que c'est beaucoup plus facile de se positionner. Parce que là, en fait, même si je dis qu'on est en entreprise libérée, qu'on fait de la co-décision, etc., en fait, demain, je décide de faire un truc, en fait, rien n'en empêche. Ouais. Et il y a quand même toujours ce côté-là qui est sous-jacent et tacite, etc. Et du coup, j'aimerais bien qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus concret dans lequel les collaborateurs puissent se positionner, se projeter, etc. Alors juste, si ça t'intéresse, on a une de nos collaboratrices qui travaille à la qualité, qui vient de son entreprise précédente. Elle a connu ce système-là, elle pourra avec plaisir en parler avec ça si tu veux. C'est des skills, ouais. Et puis elle a apprécié beaucoup.
Chez Arcadie. Chez Arcadie, Et je me suis dit, Comme le temps passe et qu'on a encore deux grands thèmes à voir, est-ce que sur la gouvernance, alors gouvernance et gouvernail de mémoire, c'est la même racine. Ouais. Est-ce que Émilie, tu veux rajouter quelque chose ou on enchaîne sur le... non, on va enchaîner. Ouais, alors, on laisse encore la parole à Aurélia. On va faire un focus donc, sur l'entreprise libérée et après on fera un focus sur l'entreprise à mission. Alors, qu'est-ce que l'entreprise libérée? Et j'anticipe déjà sur mes questions suivantes. Est-ce que ça peut s'adresser à toute l'entreprise? Et est-ce qu'il y a d'autres modèles qui pourraient intéresser les entreprises, notamment du 0 4? Alors, je commence à en parler du coup. L'entreprise libérée, c'est quelque chose. Enfin, alors, il y a plein de livres sur le sujet. Il n'y a pas de recette. C'est tout un cheminement du dirigeant. C'est-à-dire que, contrairement à l'holacratie, pour le coup, dans l'entreprise libérée, on dit que c'est un changement de vision de la part des managers et des dirigeants, où par exemple les managers vont être beaucoup plus dans l'accompagnement des collaborateurs plutôt qu'à les contrôler, parce que je ne suis pas d'accord avec l'adage la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Lénine qui a dit ça. Donc voilà, la confiance exclut le contrôle pour moi, et donc c'est dans l'idée, c'est vraiment un des fondamentaux de l'entreprise libérée, c'est qu'on s'auto-contrôle. Voilà. Mais le contrôle externe amène à la déresponsabilisation, à la victimisation, au turnover, etc. C'est un des adages de l'entreprise libérée. Ce qui me manque, moi, aujourd'hui avec l'entreprise libérée, c'est que c'est bien beau de dire ça, de responsabiliser les gens, de faire de la codécision, mais on ne peut pas non plus faire de l'intelligence collective tout le temps, parce que même si c'est très intéressant, ça peut être aussi chronophage. Et donc, il y a des arbitrages à donner. Et c'est tout ça que je regarde en ce moment du côté de l'holacratie, qui permet, notamment pour chaque rôle, on a un domaine dans lequel on va exercer un pouvoir, entre guillemets. Donc, ce n'est pas nous qui exerçons ce pouvoir, c'est le rôle qui a le pouvoir sur ce domaine-là. Et en fait, en faisant ça, par exemple, je ne sais pas, imaginons j'ai le rôle marketing, et notamment le rôle site web, eh bien, je serai la seule à pouvoir décider si je publie ou pas quelque chose sur le site web. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas demander l'avis des autres, mais c'est moi qui déciderai de toute façon. Et quand moi, ma responsable marketing a ce rôle-là, ça veut dire que même si moi, dirigeante, j'ai envie de poster un truc sur le site, je vais lui demander son avis. Et que si elle n'est pas d'accord, eh ben, c'est elle qui a raison, parce que c'est elle qui a le pouvoir sur ce domaine-là. Et ça permet, là, pour le coup, je trouve, d'aller beaucoup plus loin dans la responsabilisation. Il n'y a plus du tout ce côté, plus du tout, toujours le côté dirigeant quand même, hein, mais beaucoup moins parce que moi, je vais avoir des domaines sur lesquels je peux exercer mon pouvoir. Hein. Donc après, ça va dépendre, voilà. Je sais qu'en holacratie, il y a des gens, il y a des rôles vraiment pour les augmentations de salaire, par exemple, mais en tout cas, nous, dans un premier temps, on va dire que je garde ce rôle-là, eh bien, ok, là-dessus, j'aurai mon mot à dire, je garde cette prérogative, pas de souci, mais par contre, sur, je ne sais pas, n'importe quoi, sur même si on fait une journée de cohésion d'équipe, où est-ce qu'elle se passe, quel budget, etc., et bien peut-être que ça va être un autre rôle, et ça sera ce rôle-là qui aura le pouvoir dessus. Après, les rôles ne font pas ce qu'ils veulent, puisque l'idée, c'est de faire vivre la raison d'être de l'entreprise. Passage de collègue à toi, Lionel. Transition, moi je vais laisser la parole à Laure, qui a beaucoup parlé qui a beaucoup à dire sur l'entreprise de mission, puisque c'est vrai qu'on l'a mise en place par petite équipe et en incluant les salariés dans la réflexion de la raison d'être au mois de janvier, c'est important. Comme c'est important de définir les valeurs avec ses salariés avant de s'y lancer dans une politique RSE et d'avoir une belle politique à communiquer à ses parties prenantes, le travail qu'on a fait sur l'entreprise à mission est tout aussi intéressant. Oui, d'abord une question à Henri. Ça veut dire que du coup, pour chacun de tes rôles, tu vas aller vraiment chercher, je reviens un peu à la question de Luc, c'est quelqu'un qui sont hyper experts. Donc, ta responsable marketing, si tu lui dis, c'est toi qui as le pouvoir de publier sur les réseaux le site internet, ça veut dire qu'elle est super experte dans les réseaux sociaux et
le site internet, elle sait comment ça marche. Alors, après, l'idée, c'est. Je reprends les gens de mon entreprise. Donc, si tu veux, après, on va le faire avec les individualités qu'il y a là. Et ensuite, ça va être plus sur de l'envie et sur. Après, moi, j'ai une responsable com de toute façon. Donc, après, il y a se former, il y a plein de choses. Il y a aussi accompagner les gens une fois qu'ils ont un rôle pour qu'ils puissent bien l'accomplir. Et c'est à eux aussi de dire jusqu'où ils peuvent aller. Et dans chaque rôle, il y a des redevabilités. Donc, il y en a plusieurs. Par exemple, si on reste sur un rôle site web, ça peut être de mettre à jour le site web tous les mois avec, je sais pas, un post tous les mois, des nouvelles photos, etc. Mais ça va être précisé dans la redevabilité qui est en rapport donc, avec la raison d'être de l'entreprise. Et ensuite, chaque rôle a une raison d'être. Par exemple, si on est sur le site web, on pourrait imaginer que la raison d'être de ce rôle, c'est de véhiculer une image positive et authentique de l'entreprise. Voilà, ça pourrait être ça, la raison d'être. Mais la redevabilité, ça serait vraiment très concret avec des objectifs, comme on dit, smart. Et quand les objectifs sont pas atteints, c'est comme ça, en fait. Ouais, du coup, c'est là où ça va bien. En fait, c'est exactement la même chose. Oui, c'est quand les redevabilités ne sont pas faites. Tu investis, pourquoi elles ne sont pas faites? Est-ce que la personne a trop de rôles et que du coup il y a trop de redevabilité, il n'y arrive pas? Est-ce qu'il y avait des redevabilités qui étaient tacites et du coup, pour moi, j'avais besoin qu'elle fasse par exemple tous les mois, mais à certaines dates et en fait, c'était pas concret, du coup, elle ne le faisait pas à cette date. C'est comme un collaborateur. Non, mais c'est ça, mais il y a quand même un recadrage, enfin, pas un recadrage, mais on essaye d'investiguer, comme tu dis, avec le dirigeant. À partir de là. Ça va être plutôt. Oui, en lien, ça dépend de. Alors, est-ce que tu peux prendre la place et vous expliquer ce qu'est une entreprise à mission? Alors, l'entreprise à mission, donc il y a une loi qui est sortie qui s'appelle la loi Pacte, en fait, et qui permet aux entreprises d'inscrire dans leur statut leur raison d'être et des engagements qui vont avec cette raison d'être. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, et impliquant le fait d'inscrire sa raison d'être et ses engagements dans les statuts, c'est quelque chose qui est ferme et qui peut être opposable, en fait, par un tiers. Donc, si l'entreprise ne respecte pas la raison d'être qu'elle a dans ses statuts et surtout les engagements, n'importe qui peut attaquer l'entreprise. Donc ça, c'est le principe de l'entreprise à mission. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'être entreprise à mission? Donc Vincent l'a un peu expliqué tout à l'heure. Donc Terdox a été créé par Valérie Roubaud et Patrick Lyons, RSE Native. Terdox s'est fait racheter par Nature et Découverte il y a 4 ans. Il s'est fait racheter lui-même par Fnac Darty il y a 2 ans. Et donc, c'est vrai qu'avant son départ, Valérie, c'était aussi une volonté pour perdurer, en fait, les valeurs de Terdoc qu'on partageait avec Vincent. Donc, du coup, on a commencé à travailler ensemble, en fait, en juillet 2020. Donc, du coup, on a demandé l'autorisation à notre groupe de passer en entreprise à mission. Donc, ils nous ont dit oui. Et donc, quand moi j'ai rejoint l'entreprise en janvier, avec Valérie et Vincent, on a décidé d'aller un peu plus loin et donc de réfléchir à notre raison d'être. Donc, comment ça s'est passé? D'abord, on a fait des réunions avec l'ensemble des salariés. On leur a proposé de réfléchir et de venir tous ensemble et de nous proposer quelle pourrait être la raison d'être de Terdoc. Donc, tout le monde est venu. On a pris un grand paperboard. On a noté les idées de tout le monde. Ça, c'était en janvier 2021. Voilà. Et puis après, sur février-mars, on a travaillé la raison d'être, donc, qui est celle que vous voyez à l'écran. Donc, je vais vous la relire. Donc, la raison d'être de Terdoc, c'est concevoir et fabriquer des produits de bien-être beaux, bons et sains à partir d'une démarche préservant les ressources naturelles et la biodiversité, tout en développant des filières biologiques et équitables et en mettant en lumière le travail des femmes partout dans le monde. Bon, ça a été quand même très long à rédiger parce que chaque mot pèse et on voulait prendre l'ensemble des
des remontées. Et voilà. Après, ce n'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau comme ça. C'est l'ADN de TerreDoc. TerreDoc, depuis toujours, fait des produits de bien-être. Voilà, on a bien qualifié qu'il soit beau, bon et sain. Dans une démarche préservant les ressources naturelles, parce que l'environnement, Manu vous l'a expliqué, est au cœur de notre stratégie depuis toujours, la biodiversité. On travaille bien sûr pour le bio et on souhaite favoriser les filières équitables. Et notre point fort de la stratégie de TerreDoc, c'est né du talent des femmes, parce qu'en fait, on est une entreprise qui, depuis toujours, où il y a beaucoup de femmes et tout notre écosystème externe aussi vient des femmes. Et donc, du coup, c'était quelque chose qui était hyper important pour nous. Donc, on voulait aussi inscrire ça dans notre raison d'être. Donc, voilà, donc 2 mois de travail. On s'est aussi fait aider, parce que tu disais gouvernance, gouvernail. Sur la rédaction, on s'est fait aider par quelqu'un que je connaissais qui est expert en gouvernance et qui avait écrit le code Middle-Next pour les ETI et qui nous a aidé à vérifier les mots qu'on mettait et les engagements derrière pour vraiment montrer que c'était concret en fait. Voilà, Sachant prof de derrière, gouvernance en fait. c'est décliné. Hein, comment c'est décliné en... Voilà, oui, je ne sais pas. Tu l'as derrière ou pas? Je l'ai pas derrière. Alors derrière, on l'a décliné en fait en 5 engagements, donc c'est surtout ça que c'est très important. Donc le premier engagement, c'est un engagement autour des produits éco-conçus et où on souhaite faire participer notre communauté de consommateurs à ces produits éco-conçus. Je vais vous expliquer. Donc du coup, je fais un étape après. On a 5 engagements. Je vais vous les donner. Et du coup, l'idée qu'on a derrière, c'est de monter un comité de mission. D'accord ? Il est en lien avec cette entreprise de mission. Pareil, le gouvernail. Dans le gouvernail, il y a les dirigeants qui dirigent l'entreprise. Il y a les actionnaires. Et il y a souvent le conseil d'administration. Nous, le conseil d'administration, il est virtuel. Donc, finalement, ce comité de mission, ça va un peu être comme notre conseil d'administration pour aider, en fait, les dirigeants et aussi les actionnaires à vérifier que le cap du gouvernail est bien celui-là. Donc, sur nos 5 engagements, on va aller aussi chercher, j'anticipe un peu dans notre comité de mission, des personnes externes ou internes à l'entreprise qui vont nous aider sur ces 5 engagements. Donc, je reviens. Le premier, c'est produits éco-conçus avec communauté de consommateurs. Donc, derrière cet engagement, on va y mettre des indicateurs où on va mesurer nos progressions de base de consommateurs, nos progressions d'ouverture de newsletter, nos progressions de produits éco-conçus, le nombre d'analyses de cycle de vie que Manu va nous conduire par an. Voilà, et la personne qui va représenter ça dans le comité de mission pour être garant de ça, on va probablement choisir une femme qui est experte en stratégie digitale et comment justement créer une communauté de consommateurs fermée qu'on pourrait solliciter via des outils digitaux pour participer à notre conception produit. Voilà, le deuxième engagement, c'est un engagement autour du sourcing. Donc, on souhaite favoriser, bien sûr, les produits bio, mais surtout les petits producteurs en France et dans le monde. Donc là, derrière, on va y mettre des indicateurs qu'on va mesurer sur le nombre de petits producteurs avec qui on travaille dans le monde. Donc, que ça soit sur, par exemple, tous nos producteurs, on travaille direct pour le thé et puis aussi pour les plantes, pour les huiles essentielles. Et là, dans le comité de mission, on va aller chercher des personnes qui sont très en lien avec l'agriculture pour nous aider dans cette démarche, notamment au niveau local sur la recherche de producteurs. Troisième pilier, c'est l'environnement. Là, on s'est mis des objectifs pour préserver la planète, les matériaux recyclés et le recyclage de nos déchets. Là, on va avoir des indicateurs issus de notre bilan carbone et du traitement des déchets. Et là, pareil, dans le comité de mission, on va aller chercher des gens externes, experts en protection de l'environnement. Quatrième pilier, c'est sur la mise en valeur des femmes, où là, la personne qui va représenter ce pilier, c'est Valérie Roubaud, notre cofondatrice, à qui on a proposé de venir dans le comité de mission. Et là, on va mesurer tous les projets féminins qu'on soutient. Et le dernier pilier, c'est sur le bien-être des collaborateurs, l'équilibre de vie pro et perso et le cadre de travail agréable. Et donc, dans ce pilier-là, c'est les salariés qui viendront dans le comité de mission, dont Manu, qui est notre référente de comité de mission.
Voilà, donc on a écrit tout ça, c'est dans nos statuts. Là, on est dans cette phase de création de comité de mission. On devrait avoir le premier en octobre, qui définira les indicateurs qu'on souhaite suivre. Et donc, chaque année, on va regarder ces indicateurs et ça fonctionne comme une certification. On est ensuite contrôlé par un organisme externe qui viendra voir qu'on suit ces indicateurs. Et quelque part, ce qui est chouette, c'est que du coup, comme on est sur notre raison d'être, nous, dirigeants, on va s'appliquer aussi suivre tous les piliers dont j'ai parlé et pas que le compte de résultats profitable. Voilà. Question. Qu'est-ce qui est opposable en fait dans ce que tu disais? C'est que tu ne respectes pas les indicateurs. Exactement. Ouais. Donc si par exemple on a écrit que on va chercher à faire 2 contrats par an supplémentaires avec un petit producteur du 0,4 pour fournir nos huiles essentielles, nous dirigeants avec Vincent on doit s'engager à aller chercher les 2 petits producteurs. Si on ne le fait pas, un salarié, n'importe qui peut dire vous ne respectez pas vos engagements. Donc le risque, on connaît, madame. Il est juridique, puisque tu l'as mis. Mais je suis dans le juridique, c'est quoi ton risque? Ton risque, c'est que tu sois attaqué par un salarié, n'importe qui dit tu ne respectes pas le statut de ton entreprise. C'est comme dans un statut d'entreprise, tu mets toujours l'objet de l'entreprise qui est commercialiser des biscuits, je ne sais pas ce que vous avez, mais bio. Si vous ne commercialisez pas du bio, vous vous faites attaquer. Ben là, c'est pareil. Si je ne vais pas aller chercher mes 2 producteurs par an, je peux me faire attaquer. Tu peux te retrouver devant la justice. Ouais, je suis pas le risque en fait. Un salarié, des concurrents, etc. Comme tout ce qui est opposable dans des statuts d'entreprise. Si ton entreprise ne respecte pas ton objet qui est mis dans tes statuts, c'est opposable. Ouais. Voilà. Donc après, j'imagine c'est un peu comme une certification parce qu'il va y avoir beaucoup d'indicateurs. Forcément, tous les indicateurs ne seront pas ouverts. C'est un peu comme dans l'ISO 14001, par exemple, où on va avoir des remarques, des non-conformités, etc. Et derrière, il faut établir un plan d'action pour redresser la barre, quoi. Et c'est plus de l'amélioration continue, en fait. C'est un peu le même principe que dans les certifications, l'ISO 14001 ou autres. Voilà, mais du coup, pour nous, ça va changer aussi parce que c'est un gouvernail pour que nous, dirigeants dans notre stratégie, on ait intégré ces 5 piliers de façon très forte dans les projets qu'on aide en fait. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que, un peu comme un conseil d'administration d'une grande entreprise, dans une PME, ça permet de faire entendre des gens de l'extérieur qui vont avoir une vision différente de la nôtre. Qui vont nous aider à planifier la stratégie, planifier l'avenir. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. On ouvre vraiment la gouvernance à toutes nos parties prenantes. La personne qui va représenter les consos, la personne qui va représenter les producteurs, celle de l'environnement, les femmes et les salariés. En plus, on balaye tous les piliers de la RSE. C'est une très belle conclusion. Merci. Non, mais c'est vrai qu'on conclut sur cette gouvernance en finale qui est ouverte, qui est exogène. Enfin voilà, on pourrait imaginer cette intégration des parties prenantes à un niveau, vous avez atteint un niveau supérieur. Hein, je propose à Luc de faire un wrap-up, une synthèse, alors une synthèse ou une mise en perspective de tout ça. Comme ça, on aura tenu notre timing et après, je parlerai de la suite. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Peut-être que tout a été dit. Non, mais je pense que ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai retenu, c'est bon, on sent qu'il y a une approche bio qui est un peu embryonnaire et qui avance. Il y a l'approche d'Aurélia et l'approche de Terdog. J'avais juste une réflexion qui est peut-être complètement à côté de la plaque. Mais je sens chez Terdog beaucoup je sais pas comment dire, de certification. Et je repense à ce que tu disais avant, c'est le contrôle, comment le désigne là, la confiance et le contrôle. Voilà. Donc, quelque part, ça n'a rien à voir, mais ça a aussi à voir. Ce que je veux dire, c'est que il y a cette approche quand même RSE
qui peut être une approche extrêmement formelle, et c'est très bien, et une approche un peu différente, quoi, je veux dire. Et moi, je vois aussi ça peut-être par la taille d'entreprise, par le mode de gouvernance. Alors, quand je dis gouvernance, c'est pas la gouvernance qu'on vient d'évoquer, mais la gouvernance d'Arty, Fnac, etc. Bon, qui vous situe, que vous le vouliez ou non, ça nous est imposé dans un groupe assez important. Voilà. Et puis, bah voilà, enfin bon, moi j'ai été très intéressé. Je trouve qu'en une heure, on a quand même abordé beaucoup de choses. Hein. Entre l'entreprise, alors comment tu as dit déjà Holacratie. Voilà, l'holacratie. L'entreprise à mission, et puis l'entreprise qui avance, voilà, c'est très bien. Je pense que le choix des entreprises était bien. Voilà, je te laisse. Je propose, voilà, on arrête l'enregistrement.